L'Instant Mag de Magali Barthès. Quel peut être le chemin de résilience d'un rescapé ? En proposant l'exposition de l'artiste Bruce Clark, Vie d'après des artistes face au génocide des Tutsis du Rwanda, dans le cadre de la commémoration des 30 ans du dernier génocide du XXe siècle, le site mémorial du Camp des Milles Mémoire et Éducation, lieu de résistance pour de nombreux artistes internés, s'inscrit dans une démarche de passeur de mémoire. Alain Chouraki, président fondateur de la Fondation du Camp des Milles, nous rappelle ses missions. Le volet mémoriel et le volet éducatif sont complètement liés. Nous sommes un lieu de mémoire où se sont produits des événements tragiques que l'on connaît durant la Shoah, mais il nous paraissait, il est toujours apparu essentiel, d'élargir le propos pour renforcer les leçons de la Shoah. La Shoah nous dit comment les hommes sont capables de devenir des monstres. Elle nous montre les étapes, elle nous montre les mécanismes, mais est-ce que c'était des mécanismes spécifiques à l'histoire de la Shoah ou est-ce que la Shoah parle plus largement des hommes et de comment ils peuvent aller au pire et résister ? C'est là qu'on a besoin de regarder d'autres génocides pour s'apercevoir que ce que dit la Shoah, en réalité, correspond à des mécanismes généraux, à des mécanismes humains fondamentaux, des mécanismes individuels, la passivité, le rejet de l'autre, l'effet de groupe, les stéréotypes, bref, tous ces éléments-là, on les retrouve partout. La Shoah apporte des leçons et les leçons de la Shoah sont universelles. On peut le comprendre à travers les autres génocides, dont le génocide au Rwanda, dont nous présentons aujourd'hui une approche artistique. Parce qu'il ne suffit pas de comprendre avec l'esprit, il faut aussi ressentir les choses. Et l'art, la culture sont des manières de ressentir les choses. Oui, tout cela fait écho à l'histoire du Camp des Milles. Ah, complètement. Puisque, comme vous savez, il y avait des centaines d'artistes internés ici qui ont su continuer leur art. Les sculpteurs, les musiciens, les peintres, etc., Max Ernst, Franz Bellmer et d'autres grands, ils ont continué pour lutter contre la déshumanisation. Nous continuons à être des hommes et nous le prouvons en créant des œuvres. Et c'est tout à fait essentiel de prolonger ce message de dignité et d'affirmation de soi, de façon, encore une fois, à essayer d'éviter les recommencements. L'art est un passeur de mémoire, mais n'est-il pas aussi le signe de l'impuissance du pouvoir politique ? Oh mon Dieu, je pense qu'il y a cette impuissance sans l'art, et il y a aussi cette impuissance avec l'art. Je préfère que cette impuissance soit accompagnée par des manifestations artistiques, plutôt que non. L'art est une autre manière d'interpeller, de traduire, d'exprimer, et ça nous paraît essentiel d'y faire écho comme dans l'histoire. Léna Casier, responsable éducation, culture, recherche et internationale à la Fondation du Camp des Milles, docteur en droit international et dont le sujet de recherche concerne la prévention des crimes de masse, complète les propos d'Alain Chouraki. Ici au Camp des Milles, on donne des clés de compréhension, on partage des résultats de recherche scientifique et on s'est dit dès le début que l'art, l'approche par le sensible, c'était aussi une manière pour les visiteurs à la fois d'avoir des clés de compréhension scientifique, mais aussi de pouvoir ressentir, voir, observer, lire des témoignages et donc s'imprégner aussi de ces mémoires. L'exposition s'appuie sur le livre Mourambi, le livre des ossements, de l'écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop. Parmi les enseignements de ce livre, la capacité de l'art à redonner du sens après un génocide. C'est le sentiment de l'artiste plasticien et photographe Bruce Clark, qui a représenté des femmes, des enfants et des hommes debout. Je ne sais pas si l'art apaise, mais l'art informe au moins. Et donc je pense que ça c'est le sens de l'art, ça c'est le sens de cette exposition, c'est de sensibiliser les gens à cette réalité, cette hyper-réalité qui a eu lieu au Rwanda. Apaiser, je ne sais pas si on apaise les blessures d'un génocide des rescapés. Vraiment, je ne peux pas parler pour les autres. Peut-être il faut poser les questions aux Rwandais. Mais je pense que là, le devoir même d'intervenir, de parler de ça, de le mettre dans l'espace public pour qu'on se rende compte que c'est une réalité, que ça fasse partie de notre histoire à nous. Ce n'est pas le génocide des Tutsis au Rwanda. C'est un génocide qui fait partie de l'histoire européenne aussi bien que l'histoire africaine et rwandaise. Et je pense qu'à travers là, on peut porter ce message, sensibiliser des jeunes ou des moins jeunes à cette réalité. Des hommes debout, des femmes debout. Au centre de mon travail en général, c'est l'humain. Et on peut dire aussi qu'au centre du génocide,
et l'humain, c'est-à-dire l'effacement de l'humain. Mon art, c'est non pas une résurrection de l'humain, mais c'est une mise en valeur de la dignité humaine. Et donc, moi, je veux affirmer à travers mes projets artistiques que malgré le génocide, malgré ce passage des gens à travers l'innommable, il reste les traces de dignité, et ces traces de dignité sont visibles dans les gens qui vivent au Rwanda maintenant, sont visibles chez les rescapés qui sont parmi nous en France et surtout au Rwanda. Le projet génocidaire n'a pas réussi puisque la dignité dans l'individu reste. On sait toute l'importance des témoignages des rescapés dans la lutte contre les falsifications de l'histoire, et nous avons l'honneur d'écouter les témoignages de rescapés du génocide des Tutsis qui a fait 1 million de victimes en l'espace de seulement 3 mois en 1994. Il est toujours délicat d'interviewer ceux dont la famille a été décimée, et vous vous imaginez bien l'émotion admirative que peut susciter le témoignage de Dafrosa Gauthier qui, en fondant aux côtés de son époux Alain le collectif des partis civils pour le Rwanda, mène le combat de sa vie au nom de tant d'autres. Il y a eu des responsables qui portent cette responsabilité. C'est une poignée d'hommes qui ne sont pas très nombreux. Et je pense que le premier d'entre eux, c'était M. Mitterrand, il n'est plus, il ne peut plus rendre des comptes. Et il était entouré par des personnes comme M. Védrine et d'autres. Il faut vraiment dire l'État français en 1994 a failli. Et les Français n'y sont pour rien. Ils ne savaient même pas où se trouvait le Rwanda, ils ne savaient même pas ce qui se passait. Ils étaient désinformés tout le temps. Le travail que l'on fait, c'est pas à nous de le faire normalement, c'est à la justice de le faire. Mais une fois que la justice ne s'est pas mise en route, qu'est-ce qui reste aux citoyens responsables que nous sommes? C'est de nous mettre en route et quasi obliger la justice à faire son propre travail, parce que c'est pas à nous de faire ça normalement. Une fois qu'on a repéré un présumé génocidaire, on va sur les lieux du crime, on recueille des témoignages, on recueille de la matière, et ensuite on apporte ça à nos avocats qui mettent en forme une plainte et qui la déposent auprès des juges d'instruction. Et ensuite, après, la justice se met en route, c'est-à-dire que le juge instruit jusqu'au bout. Vous savez, parler de nos familles qu'on n'a plus, c'est toujours difficile. C'est vraiment, on est très fébrile. On a l'impression que 30 ans, c'est comme si c'était hier, en fait. Vous savez, moi, j'étais maman, c'est l'année de mes 40 ans, le génocide, quand il a été commis. Et j'étais absolument une grande fille. Mais c'est très, très difficile de voir qu'autour de soi, c'est un désastre, qu'il n'y a plus rien. La famille de ma mère, je suis la dernière de cette famille. J'ai cherché et depuis 10 ans, j'ai arrêté de chercher. Donc, c'est pour vous dire les dégâts. On vit dans la souvenance et c'est peut-être eux qui nous donnent la force de poursuivre le travail qu'on fait. Tout ce qu'on fait, c'est aussi pour eux, pour réhabiliter leur mémoire, réhabiliter leur vie. Ils n'avaient aucune envie de mourir et ils ont été tués sauvagement. La France, la justice, du moins le pays, n'a pas donné les moyens pour que justice soit faite. Le premier procès a eu lieu il y a 10 ans. J'ai entendu hier le procureur du pôle antiterrorisme et pour le génocide, dire qu'on accélère, on fait beaucoup de choses, on fait beaucoup pour la justice et que tout va bien. Enfin, c'était un peu ça le message. Faites 30 ans après, il est trop tard. Alors, on en fera bien sûr des jugements, mais les gens, ils ont eu 30 ans de liberté en fait. Qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est des gens qui ont eu le temps, ils sont ici, ils ont eu le temps d'élever leurs enfants, ils ont eu le temps de faire tout ce qu'il faut. Le dernier qui a été jugé, c'était médecin. Il a 9 petits-enfants, il a des enfants qui ont fait de belles études. Vous savez, condamné à 68, 69 ans, on a jugé trop tard en France, mais ça va être des procès pour l'exemple. Parler du génocide est toujours compliqué lorsque l'on est rescapé. Écoutez les mots de Jeanne Ouimbabazi, âgée de 16 ans au moment du génocide, recueillie dans une famille d'accueil albigeoise. En fait, 30 ans pour quelqu'un comme moi, survivante, on a l'impression que finalement on n'a pas la même temporalité que les gens qui n'ont pas vécu le génocide, puisque autant c'est interrompu, on a l'impression,
j'ai l'impression en fait de vivre en même temps dans ce temps de génocide en permanence, bien que 30 ans se soient écoulés. Et en même temps, c'est vrai que la vie tout simplement nous oblige à être au final au temps présent. Donc on fait sans cesse un aller-retour dans le temps du génocide et le temps présent. Et je trouve intéressant le travail des artistes de façon générale, et plus particulièrement bien sûr le travail de Bruce, parce qu'il nous permet et nous rapproche un petit peu. J'ai l'impression que c'est un trait d'union justement entre ce temps de génocide figé et le temps présent. Et aussi c'est une forme de transmission à travers l'art. C'est aussi une autre façon de prendre du recul. C'est vrai que quand on est en permanence avec des images, avec des souvenirs violentes et douloureuses, l'art, ça permet de lire cette histoire de façon différente et de permettre aussi aux gens qui n'ont pas vécu d'y avoir accès. Si le XXIe siècle enfante encore malheureusement l'horreur, ce siècle est aussi celui au cours duquel l'art mémoriel est devenu l'un des meilleurs outils pour faire vivre le souvenir des disparus et alerter sur les signes avant-coureurs du pire. Cette exposition, en partenariat avec le Musée d'Histoire et des Sciences de l'Homme, est donc proposée jusqu'au 9 juin. Et pour plus d'informations sur le site mémorial, n'hésitez pas à consulter le site candemille.org.